2 ans après la création de l'Alliance des États du Sahel AES, quel regard portez-vous sur le chemin parcouru par cette coalition? Alors, merci pour cette question. Tu m'autoriseras à prendre l'image d'un entrepreneur pour illustrer un peu la réalité que vivent les pays, en tout cas les leaders de l'AES. Vous savez, la première caractéristique d'un entrepreneur, c'est la prise de risque. C'est-à-dire, à partir de l'existant, l'entrepreneur dit, bon, mais écoutez, je vais créer une structure et je me lance des défis qui me permettront de quitter cette réalité-là et d'aboutir à un niveau donné. Et donc, lorsque vous êtes un entrepreneur engagé, avec toute la vitalité nécessaire, vous finissez par grimper les échelons et vous devenez une référence dans votre société. Rapporté dans le contexte des pays de l'AES, vous allez constater qu'à partir d'une situation totalement dégradée, déstructurée, disloquée, aussi bien sur le plan politique que social, etc., dans les 3 pays, les 3 officiers, là, chacun en ce qui le concerne, a décidé de se lancer un défi. Mais c'était tout à fait hasardeux au départ. Les gens vont se dire, ben écoutez, ces gens-là, quels sont les moyens dont ils disposent pour pouvoir couper avec l'establishment, avec le conformisme. Les gens pensaient que c'était plutôt des amuseurs de galeries, des gens qui ne pourraient pas faire grand-chose. Alors, défi lancé, ils ont commencé leur chemin. Jusqu'à cette étape du 16 septembre, où ils ont donc signé, comme vous l'avez dit, l'accord du Liptako-Gourma, qui crée justement l'alliance des pays du Sahel. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous avez pu constater que d'abord, cet accord-là avait un esprit. D'abord, mutualiser les forces et les énergies dans un contexte de fronde et d'attaque. Vous vous rappelez donc que c'est à la suite du coup d'État du 26 juillet au Niger, et vu le tollé que cela a créé, au moment où la CEDEAO monte sur ses ergots pour agresser militairement un pays souverain comme le Niger, que les 3 pays ont décidé de se mettre ensemble, au point où ils ont dit clairement dans leur communiqué que agresser le Niger reviendrait à dire qu'on a posé un acte de guerre, aussi bien contre le Mali que contre le Burkina Faso. Et donc, puisqu'ils ont de la vision, ils ont de l'énergie. Et ils ont compris que le salut de leur peuple dépendra véritablement du travail qu'ils auront à abattre au sommet de leur État. Vous avez pu constater que donc en 24 mois, d'abord sur le plan sécuritaire, parce que là c'était la priorité, vous avez pu constater qu'ils ont mutualisé leurs efforts, ils ont mis en place une force mixte de 5000 hommes. Ils ont acheté des équipements, ils ont restructuré leur armée au point où, aujourd'hui, il y a une certaine efficacité dans l'action, en tout cas de lutte contre les terroristes, dans la sécurisation des 3 pays, etc., etc. Et donc, sur ce plan précis, c'était un défi tout à fait majeur et personne n'était prêt à parier sur la réussite de ces pays-là, surtout que les partenaires traditionnels ont pratiquement coupé leur coopération, ils n'étaient plus là, on se disait, mais comment ils vont s'y prendre pour y arriver? Aujourd'hui, on ne parle plus de sanctuaires des terroristes, on parle des incursions désespérées de ces terroristes-là parce qu'ils sont désemparés, ils sont démobilisés et donc ils font juste des incursions de temps à autre pour perturber et percuter justement cet élan naturel qui est donc engagé. Sur le plan justement de la diplomatie, parce qu'ils ont, si vous voulez, résumé leur vision en 3D. Défense et sécurité, diplomatie, développement. Sur le plan de la diplomatie, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, personne ne parle de l'AES avec condescendance, avec arrogance, avec mépris. Or, au départ, vous vous rappelez très bien, tout ce qui se disait, les joutes oratoires, les attaques par ici, en tout cas, c'était vraiment inconcevable. Le narratif a beaucoup évolué. Absolument. Donc, ils ont construit un nouveau narratif. Et je crois que c'est un défi absolument majeur, parce qu'en réalité, la première épreuve à laquelle fait face un vrai dirigeant, c'est de réussir à cristalliser dans l'esprit de son peuple sa vision et les priorités auxquelles il s'attache. Aujourd'hui, aussi bien les pays, le peuple de l'AES que ceux de la CEDEAO, mais de l'Afrique en général, s'en tiennent à ce que l'AES est devenue une structure géopolitique incontournable avec laquelle il faut composer bien sûr dans le concert des nations. J'en veux pour preuve le sondage récent qui a été fait justement par Jeune Afrique, le magazine Jeune Afrique. Vous imaginez bien que Jeune Afrique n'est pas un magazine qui est proche de l'AES. Alors si un tel magazine fait un sondage dans notre sous-région et on montre que c'est un plébiscite total
en ce qui concerne cette initiative de l'AES, vous comprenez bien sûr les pas de géant qui ont été faits sur le plan de la diplomatie, sur le plan du narratif, sur le plan justement de l'explication et de la prise en charge même des nouvelles valeurs que ces trois pays-là sont en train justement de porter. Dernier volet, sur le plan du développement, bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup de dynamique, en tout cas dans ces économies-là. La mise en place de la Banque confédérale d'investissement et de développement, avec un fonds de base qui est de 500 milliards de francs CFA, fait rêver plus d'un. Voilà des États à qui on a coupé tout. Les subventions, les appuis budgétaires, etc. Les ONG sont partis. Mais ce sont eux qui montrent aujourd'hui qu'ils ont cette possibilité. Ne serait-ce qu'en optimisant la gestion des ressources internes, de lever jusqu'à 500 milliards pour créer une banque d'investissement afin de meubler justement le financement des projets structurants, de sorte qu'ils puissent articuler, voyez-vous, l'économie de leur pays. Et donc, de façon très résumée, on va dire que, vu la nouvelle dynamique qui est amorcée là, et en 2 ans, c'est pratiquement un miracle, au regard du fait que plus de 60 années d'indépendance après, beaucoup de nos dirigeants végètent encore dans l'immobilisme, dans l'incapacité à assumer l'identité de leur pays et de leur peuple, etc. Et donc, ça veut dire que nous avons eu raison, dès le départ, d'accompagner justement cette nouvelle initiative qui était au départ comme un rêve, mais qui se matérialise et se concrétise justement. Et vous le rappeliez, si bien la charte de l'IPTASCO Gourmand, composée donc un document de 17 articles qui a été donc au départ présenté comme un acte de souveraineté et de solidarité. Vous avez soulevé des points d'avancement, mais sur le plan sécuritaire, cela demeure la priorité dans chacun des 3 pays. Observe-t-on aujourd'hui une amélioration tangible dans la lutte contre les groupes armés dans l'espace AES? Rappelez-vous, au départ, lorsque Assimi Goïta au Mali était venu en tant que pionnier de cette nouvelle dynamique, le contexte social dans lequel ce pays-là se trouvait. Pratiquement 60 à 70% du territoire était occupé par les terroristes avec des sanctuaires inconcevables. Vous vous rappelez le cas de Moura, par exemple, où pendant 2 ans, malgré l'existence des forces étrangères, notamment de Barkhane, tout ce qu'il y avait comme les forces MINUSMA et tout ça, personne n'avait accès à un sanctuaire comme à une localité comme Moura. Et donc, il a fallu précisément que un dirigeant comme Assimi Goïta dise, bon, ben écoutez, vous nous avez aidés pendant plus de 10 ans. C'est vrai, nous ne voyons pas vraiment les améliorations, mais nous vous restons reconnaissants, sauf que nous souhaitons prendre en charge notre destin. Vous voyez, à partir de ce moment-là, dès l'instant où ils ont compris qu'il faut alors changer de méthode et de paradigme, de gouvernance et de lutte contre justement les fléaux qui créent l'instabilité et l'insécurité, vous avez vu les résultats auxquels ils sont parvenus. D'abord, ils ont réussi à acheter les équipements militaires, tout ce qu'il faut, munitions, etc., les engins roulants, les avions, etc. Et donc, cela a permis justement de mettre un rouleau compresseur contre justement ces terroristes-là. Et donc, cette réalité a fait que tous les terroristes systématiquement ont été démobilisés au point où Kidal, qui était une ville mythique et détenue par plusieurs forces connexes, a été démonté. Et donc, le Mali a réussi le pari de conquérir justement son territoire, même si, comme je l'ai dit, on constate encore des incursions. Il en est de même du Burkina Faso. Vous voyez que plus ces gens-là mènent des actions rigoureuses pour traquer les terroristes, mieux les impérialistes qui sont donc les financiers, les conspirateurs, en tout cas ceux-là qui jouent le rôle catalytique incontournable multiplient encore d'initiatives pour perturber justement cette dynamique-là. Mais en tout état de cause, on est à l'aise à dire aujourd'hui que ces États ont fait des pas de géant en ce qui concerne la sécurisation de leur territoire, la reconquête justement de l'intégrité de leur territoire et la sécurisation des peuples. Je pense que l'élimination de quelques leaders de groupes terroristes dans chacun des 3 pays. Je ne vous le fais même pas dire. Pendant plus de 10 ans, pendant qu'il y avait toutes ces forces, plus de 15 000 forces extérieures au Mali, ils n'ont pas réussi à descendre un seul chef terroriste. Mais voyez-vous, avec l'énergie interne toute seule, plusieurs chefs terroristes ont été donc démontés. Plusieurs sanctuaires, en tout cas l'essentiel des sanctuaires ont été démontés. Et donc c'est pour vous dire qu'en fait, il y a cette possibilité à partir de nos forces internes. Il suffit là de l'organisation. Et c'est là où j'observe que, en réalité, le problème de l'Afrique est une question de leadership.
Lorsque vous avez un dirigeant qui a de l'inspiration, qui a de la vision, qui a de la volonté, qui a de l'engagement, qui se consacre à la cause liée à l'intérêt supérieur de la nation, vous allez forcément avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'il réussit le pari de mobiliser des consciences, de faire en sorte qu'il y ait une conscience nationale autour des défis qui se présentent à un pays. Voyez? Et donc c'est le premier pari que ces dirigeants ont réussi et qui explique que aujourd'hui aussi bien les peuples que les militaires, etc., sont résolument engagés pour débouter justement les terroristes et leurs commanditaires qui ne cessent de semer les troubles dans le